Chers amis, bonjour. Me revoilà. Euh, J'ai travaillé depuis que vous m'avez pas vu. Je travaille quand même, par écrit. Alors, ce soir, je vais vous parler médecine, parce que j'ai palpé un certain nombre de choses ces derniers temps qui sont que je dois synthétiser, on va dire. Alors, on va commencer déjà par ce que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire le Vivement Dimanche au sujet de Michel Simès. Alors, il paraît que ça a été un des Vivement Dimanche les plus regardés. J'en suis ravie parce que c'était vraiment une excellente idée. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup parce que il est hyper compétent dans ce qu'il fait. Il a l'esprit ouvert, il n'hésite pas à rigoler aussi avec sa collègue de travail, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Mais il se trouve que j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, mais j'avais oublié de parler de son livre qui s'appelle Hippocrate en enfer. Alors, moi, je recommande aux gens qui ne connaissent pas le problème d'aller revoir cette émission de Vivement Dimanche, parce qu'il parle du comportement de certains médecins pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'eugénisme que pratiquait Adolf Hitler. Et donc il donne tout un tas de détails, et moi j'ai été vraiment sur le cul d'apprendre qu'on ait pu faire des choses aussi terrifiantes, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, vous m'excuserez, mais j'ai suffisamment les deux bras dans la merde universelle, pour ne pas dire totale, pour que je rentre dans les détails, quoi. C'est peut-être pas nécessaire. Mais j'ai trouvé ça vraiment tout à fait interpellant, quoi. Alors, il y a au sujet de son livre une polémique qui est née. Bon, je n'entre pas dans le détail là encore, mais je vais mettre le lien sous la vidéo. Je pense que de toute façon, en règle générale, quand quelqu'un a vraiment énormément de succès, il y a des gens que ça dérange. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il n'est pas du tout écarté que le succès de Michel Simès dérange quelque peu certaines personnes, parce que par définition, Michel Simès, par ses émissions et par ce qu'il est, tente à rassurer les gens gratuitement, puisque ces émissions, on peut les voir gratuitement. Et quelqu'un qui est rassuré par Michel Simès et par ses rires et par sa dédramatisation d'une maladie, c'est autant qu'il ne va pas aller chez le médecin pour payer, bien évidemment. Et ça, évidemment, il y a des gens que ça emmerde. Et oui, bien sûr. Faut pas nous prendre que pour des cons non plus, hein. On n'est pas des naïfs à ce point-là, hein. Ça, c'est la première chose. Et pendant que j'y suis, justement, parce que là, j'ai un certain nombre de comptes à régler avec les médecins, et je ne parle même pas des psychiatres, hein, pour l'instant, je vais me contenter des médecins de façon générale. Bon, c'est vrai que depuis que je suis née, le peu de fois où j'ai eu affaire à des médecins, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est toujours somatisé beaucoup, et donc c'est d'autant plus problématique quand un médecin est incapable de m'aider, et je suis spécialiste dans ce genre de problème, donc évidemment c'est pas toujours facile. Alors quand le médecin a l'intelligence de dire ou de faire sentir que bon, voilà ce qu'il a à proposer, et qu'il sait rester à sa place, ça va, quoi. Quand il commence à prendre le patient pour un con systématiquement, ça commence déjà à m'irriter beaucoup plus, et plus le temps passe et moins il faut me prendre pour un con, quoi. Donc évidemment. Alors je tiens à préciser que enfin pas le serment d'Hippocrate, mais Hippocrate en enfer, c'est préfacé par Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik étant quelqu'un pour qui a, par son parcours personnel, justement relativement à la Seconde Guerre mondiale, un parcours tout à fait extraordinaire et tout à fait interpellant. Moi personnellement, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément, pas uniquement par son parcours personnel, mais c'est un excellent vulgarisateur. C'est-à-dire que les livres qu'il a écrits rendent accessible de façon absolument incroyable beaucoup de choses relatives à la psychanalyse et à la psychothérapie. Donc c'est vraiment excellent.
Et c'est parfaitement, par exemple, quelqu'un qui va mal et qui a un cancre, qui se dit non, c'est un livre, je vais pas pouvoir le lire et tout, c'est vraiment très facile à lire, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé, je me souviens plus comment ça s'appelle, le vilain petit canard, je sais plus exactement. Enfin, quelqu'un qui est tout moche et qui en fait vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, je suis bien en signe, hein, je précise, quoi, mais c'est un livre qui m'avait moi vraiment énormément aidé parce que comme j'ai toujours eu le sentiment, j'ai toujours été parfaitement consciente de ne pas être entre guillemets normal, ce qui je n'en ai jamais, je m'en suis jamais senti coupable par contre. Ça a été plus difficile depuis 10 ans, évidemment, quand j'ai pété les plombs, parce que le fait de ne pas se sentir normal, ben, on se trouve stigmatisé dans le sens négatif du mot. Donc ça, c'est autre chose. Mais j'ai fait du chemin quand même depuis. Mais il se trouve que son livre m'avait énormément, comment dire, m'avait énormément aidé parce que ça me confortait complètement dans le fait que le fait de ne pas être normal, entre guillemets, n'était pas nécessairement un problème. Il fallait juste apprendre à déployer ses ailes. Voilà, le cygne a des ailes. Voilà. Alors, pendant qu'on y est, donc, on va parler aussi du fait de payer la consultation. Parce que là, quand les médecins se sont mis en pétard, alors là, je sors de la psychiatrie ou de la psychanalyse, je parle du soin de façon générale, hein, quand on va chez le médecin. J'ai entendu des médecins, quand ils se sont mis en grève il y a quelques semaines, là, dire de toute façon, nous, on doit être payé. Le fait de payer sa consultation de la part du patient, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que sinon, il laissait entendre que le soin ne pouvait pas être bon si le patient ne sortait pas de sa poche de l'argent. Je pense que si je l'avais eu sous la main, celui-là, j'aurais eu du mal à résister à lui en coller une, pour être tout à fait franche. Pourtant, Dieu sait que je suis vraiment conciliante, hein. Mais sortir des conneries pareilles, il faut déjà être fort. Moi, je connais absolument personne qui va chez le médecin par plaisir. Hein. Je veux dire, non, je suis désolée. À chaque fois que quelqu'un va chez le médecin, c'est parce que il ne va pas bien. Soit il a mal quelque part, soit il ne va pas bien. Mais on ne va pas chez le médecin par plaisir, quoi. Comment est-ce qu'on peut sortir une connerie pareille? Alors, du côté des psys, c'est pareil. C'est plus accentué encore, parce que moi, je me souviens avoir vu un film qui racontait une psychanalyse, justement, c'était avec Nicole Garcia, et je me souviens plus du titre du film. Je vais essayer de retrouver. Ça racontait justement une psychanalyse. Et bon, elle allait très mal, elle perdait du sang tout le temps, et elle a fini par faire sa psychanalyse. Et je me souviens très bien qu'elle avait travaillé, et à cette époque-là, il était monnaie courante dans le milieu psy de dire qu'un patient devait impérativement payer sa séance, sinon l'efficacité de la cure psychanalytique était absolument nulle, que c'était systématique. Alors, je tiens à mettre les choses au point, c'est complètement con, et c'est complètement faux. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Et d'ailleurs, je pense que avant que moi j'entre en psychanalyse il y a une dizaine d'années, c'était déjà quelque chose d'entendu parce que moi j'étais suivie par un psychologue qui était à l'hôpital de jour de Duclerc, qui était une antenne de l'HP de Saint-Étienne-du-Rouvray en Haute-Normandie, et j'ai donné mon numéro de sécurité sociale la première fois que j'ai vu le psy. Et j'ai été suivie pendant des années sans jamais sortir le moindre euro ou le moindre centime. Donc c'est bien la preuve que quelque part on était parfaitement conscient que les séances étaient efficaces alors que je ne sortais pas le moindre argent. Donc c'est complètement con. Attendez, j'ai un truc à fermer là. Voilà. Donc les psys sont bien d'accord là-dessus. Alors maintenant, on peut considérer par contre que effectivement quand on va voir le psy, il y a, d'une certaine façon, une forme de compensation vis-à-vis du psy. Une forme de compensation, ça peut être tout simplement le plaisir en discutant avec le psy et en faisant son travail, d'avoir pleinement conscience que l'on progresse, effectivement. Moi, par exemple, alors évidemment, il y en a que ça va faire sourire, quand j'allais voir mon psy, je lui apportais une fleur du jardin, figurez-vous. Je lui ai apporté une rose, pas nécessairement une rose, d'ailleurs n'importe quelle fleur, je lui ai apporté une fleur du jardin. Et c'est vrai que quelque part, je pense que je me sentais redevable, parce que justement, j'avais un peu ce sentiment qu'on m'avait inculqué jusqu'alors,
qu'il était souhaitable de payer sa séance, et je ne la payais pas, ma séance. Donc peut-être que c'est peut-être un peu pour ça aussi que j'éprouvais le besoin mais bon, je suis parfaitement consciente comment dire, de la valeur psychanalytique de la rose et tout, ça va, je le sais, hein, je le savais déjà à l'époque aussi. Mais il y a beaucoup de choses derrière, en fait, parce que mine de rien, le fait de ne pas payer la séance appuyait, en ce qui me concerne, sur le fait que, étant femme au foyer, je n'avais pas de salaire, et donc je n'étais pas reconnue autrement que comme femme au foyer ayant élevé ses enfants. Donc ça va chercher beaucoup plus loin que ça. Mais par définition, ça signifierait par exemple que quelqu'un qui n'a pas de salaire n'a pas le droit d'être soigné par un psy. Enfin, c'est ridicule, c'est complètement con, hein. C'est complètement con, voilà, tout simplement. Voilà, et je pense que le fait de prodiguer des soins à un patient peut parfaitement se faire. Je dis pas que les médecins ne doivent pas gagner leur croûte, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je conçois très bien qu'il faille qu'ils soient payés. Mais on pourrait parfaitement imaginer, par exemple, un médecin qui a, entre guillemets, oui, j'aime bien les métaphores, entre guillemets, les rognons bien couverts, comme j'ai l'habitude de dire. On pourrait parfaitement imaginer un médecin qui soignerait les gens de façon bénévole. Le mec, il est médecin, voilà. Il est médecin et il soigne les gens. Il est habilité à le faire parce qu'il a les diplômes et il choisit de ne pas être payé. Ah, ça, c'est sûr qu'au niveau de la profession, au sein des syndicats, il y en a qui vont gueuler, hein. Mais ça pourrait très bien se produire. Ça se produit d'ailleurs, très probablement, à l'insu de certaines personnes. Il est tout à fait probable que ça existe. Et je les admire et je les remercie. Je ne vais pas citer de nom, mais je connais des gens, moi, qui sont parfaitement capables de le faire. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Non, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a foutu en pétard quand même, hein. Je tiens juste à le signaler, ça m'a vraiment mise en colère. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai lu... alors oui, ce qui est assez interpellant en ce qui concerne Michel Simès, au sujet de la polémique qui est sortie, c'est que il y a des médecins qui considèrent que ils font partie d'une classe privilégiée et que donc cette caste privilégiée n'a surtout pas à être attaquée par qui que ce soit sur le plan moral. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, aussi, là. Hein, bon, ok, les médecins, on est bien content de les avoir quand on est dans la merde. Il y en a qui d'ailleurs, je vous conseille, il y a un film qui va sortir, qui vient de sortir au sujet d'un médecin qui va à campagne, un si joli petit village, hein, c'est ça, qui traite de ce sujet-là, qui est juste vraiment génial. Mais un médecin, c'est aussi quand ils font partie de certaines spécialités et qu'ils travaillent dans certaines cliniques, certains médecins qui pratiquent des honoraires juste absolument exorbitants parce qu'ils bossent dans le privé, quoi. Hein. Y a ceux qui vont se coller la chirurgie esthétique, non pas pour réparer des seins après une ablation pour un cancer, mais juste pour refaire les lèvres en bouche de canard, ou des conneries comme ça, ou des faux seins. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Il y a aussi des médecins qui sont absolument pas fréquentables, hein. Alors, arrêtez, quoi. Bon, là justement, ce qui s'est passé, il y a une polémique qui vient de sortir au sujet de touchés rectaux et de touchés vaginaux dans le cas de personnes anesthésiées. Je suis profondément choquée par cette histoire, mais alors, je trouve ça absolument hallucinant, quoi. Moi, par principe, hein, j'ai toujours eu l'habitude de me faire soigner dans les hôpitaux publics, au CHU de Charles-Nicolle à Rouen, et j'en ai toujours été extrêmement satisfaite. J'ai jamais eu le moindre problème particulier là-bas. Bien au contraire, et il m'est déjà arrivé qu'on me demande d'être examiné par des étudiants, et moi personnellement j'ai toujours accepté. J'ai toujours accepté parce que je considère qu'à partir du moment où où j'ai la prétention d'être soigné par des gens compétents, à un moment il est parfaitement compréhensible qu'ils doivent bien passer à l'acte pour examiner la personne véritablement. Et bon, c'est vrai que quelquefois je l'ai fait, c'était pas toujours très agréable, quoi. Par exemple, la dernière fille que j'ai mis au monde, c'est une élève sage-femme qui m'a fait un prélèvement au niveau du col. Je la sentais très mal à l'aise, quoi, parce que c'était la première fois qu'elle le faisait. Mais bon, du coup, j'ai accouché, hein, c'était le but recherché, hein, remarquez. Mais bon, voilà. Une autre fois, j'étais en train de faire une prise de sang, je sais plus pourquoi. Il se trouve que j'ai des veines dures comme du bois.
pas, quoi. C'est-à-dire que quand on m'enfonce l'aiguille ripe carrément sur la veine, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas très confortable, quoi, parce que j'étais un cas d'école donc elles se sont fait un petit peu la main sur mon bras, quoi. Mais malheureusement c'est nécessaire parce que quelqu'un qui apprend son métier, il est bien obligé d'apprendre. On peut pas faire autrement, quoi. Maintenant, ce que je trouve profondément choquant, moi, dans cette histoire là de malade anesthésié, c'est qu'il suffit tout simplement de demander à la patiente avant, quoi. Moi, je suis vraiment choquée par cette histoire, je vous le dis franchement. Je suis juste horrifiée. Oui, ça s'appelle un viol. Ça s'appelle un viol, parfaitement. Oui. Alors là, oui, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, j'aimerais bien il existe une pétition sur Internet au sujet d'un projet de... Comment dire, une session d'études sur les médecines parallèles. Et pour envisager le fait que la sécurité sociale rembourse certaines médecines parallèles. Alors parmi lesquelles les ostéopathes, si j'ai bien compris. Là j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'un éthiopathe. Il y a une éthiopathe qui s'est installée à Pavilly. Il semblerait que ça tienne vraiment bien la route aussi. Les podologues, les soins chez les podologues, il faut que ce soit remboursé parce que les chaussures orthopédiques, etc., tout ce qui concerne le handicap, je pense qu'il faut vraiment envisager d'augmenter les prises en charge. Parce que, par ricochet, quelqu'un qui peut se permettre... Enfin, moi, je vois, j'ai le problème avec mes jambes, hein, par exemple. Hein. Bon, j'ai des jambes qui sont assez terrifiantes à assumer, mais bon, j'ai trouvé une posture de yoga là qui m'aide bien plusieurs fois par jour. Mais quand j'achète des chaussures, je peux pas acheter des chaussures à moins de 200 €, quoi. Hein. C'est 200-250 € la paire de chaussures. Ça fait très cher pour une paire de chaussures quand même, hein, qui n'est absolument pas remboursée. Je peux pas rentrer dans d'autres chaussures que ça. Ou bien alors, il faut que je prenne du 45 dans les collections hommes. Hein. C'est pas vraiment le pied, quoi. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Hein. Comme c'est pas normal que je me sois fait sucrer mes cures thermales, hein, par exemple. Mais bon, ça c'est encore autre chose, le motif n'est pas le même. Mais je pense qu'en règle générale, les gens qui souffrent de handicap devraient avoir leurs prothèses, etc., mieux prises en charge. Ça ne veut pas dire que la sécurité sociale doive les prendre, doive les rembourser systématiquement en intégrité, mais c'est insuffisant, quoi. C'est vraiment insuffisant. Un handicapé, par exemple, qui va pouvoir être motorisé si jamais il a un fauteuil motorisé et qui va gagner en autonomie, il va y avoir des répercussions sur sa vie privée qui vont être extrêmement positives et qui donc fera qu'il sera moins, moins dépendant dans son groupe, dans sa famille, dans ses amis, par rapport à ses amis et tout ça. Donc le bénéfice est considérable. C'est pour ça que c'est important. Alors j'ai vu, pendant que j'y suis, j'ai vu l'émission sur les magnétiseurs, c'était envoyé spécial, et j'ai trouvé ça absolument passionnant, et plus que passionnant, parce que j'ai trouvé ça profondément humain et touchant, quoi. Et enfin voilà, je vais mettre les liens des émissions parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors pour le papa qui est guérisseur et qui a vu que sa fille avait ce don et qui est inquiet parce qu'il a peur que sa fille ne prenne pas la suite. Et donc il se demande comment faire pour que sa fille ait envie de prendre la suite. Alors j'ai la réponse. La réponse c'est que tout simplement lui, il doit veiller à être heureux, simplement. Normalement, ça va se faire tout seul. Bah oui, parce que si la gamine voit que son père est heureux et respecté en tant que guérisseur, elle a toutes les chances d'avoir envie de prendre sa suite. Si par contre elle le sent stressé, si elle sent que le don de son père empiète de façon exagérée sur la vie de famille, au détriment de sa maman, au détriment de sa relation, la relation qu'elle a avec son père, elle peut être tentée de ne pas le mettre en pratique. Mais si jamais elle sent son père épanoui dans son rôle de guérisseur, il n'y a aucune raison pour qu'elle n'ait pas envie de le faire. Mais c'était marrant parce que la gamine, elle a soigné sa première cheville, elle est enfant, elle a déjà le don, et elle a soigné sa première cheville, quoi. Donc elle racontait, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, quoi.
Bon, alors moi, personnellement, je ne suis pas guérisseuse, hein, je tiens à préciser. Mais j'ai rigolé parce que j'ai bien entendu comment dire, j'ai bien entendu l'histoire du steak, c'est la base. Alors je vais m'entraîner, hein, je vais m'entraîner. Si un jour alors je vais vous raconter, hein. Quand ça va me prendre, je vais, je vous le dirai et je vous raconterai, hein. Si vous me voyez avec la main à 5 cm d'un steak et que le steak est cuit, et que le steak est séché. Mais j'ai rigolé quand j'ai vu ça parce que j'étais avec Thomas en train de chatter avec Thomas et je lui disais bah, c'est génial, il n'y a plus besoin de congélateur, il n'y a plus besoin, on sèche la viande comme ça. C'est-à-dire qu'il sèche un steak en apposant les mains quoi. Donc j'ai trouvé ça super marrant quoi. Non, moi c'est plutôt au niveau du toucher en fait. Moi il se passe quelque chose au niveau de mes mains hein, quand je touche quelqu'un. Voilà. Mais je touche pas n'importe qui. Hein. Mais c'est vrai, je me masse, moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé là, je vais vous raconter, il n'y a pas de raison. J'ai trouvé une position de yoga, je sais pas, il y a une bonne semaine, 15 jours à peu près, une position de yoga pour mes jambes qui est vraiment tout à fait interpellante. Et donc je mets mes jambes à la verticale, donc à angle droit, légèrement fléchi, et je pose un coussin sous mes reins, donc je fais ça sur mon lit. Et donc le bassin est un petit peu levé et mes jambes à la verticale. Et jusqu'alors, à chaque fois que je faisais ça, on m'a toujours dit que c'était bon pour moi, mais jusqu'alors, à chaque fois que je faisais ça, la position était pénible. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à rester dans cette position-là. Or, il se passe quelque chose depuis une quinzaine de jours, c'est que quand je prends cette posture-là, donc je fais des exercices d'assouplissement de la cheville. Vous voyez, je fais bien la cheville qui tourne là. Vous voyez ? Voilà, quand je fais des exercices de fléchissement de la cheville, donc pied cassé, pied tendu, pied cassé, de droite, de gauche, etc. De façon, alors moi, faut pas que ça brusque, hein, moi, faut que ce soit très doux, tant qu'à faire avec de la bonne musique en même temps. C'est-à-dire que moi, il faut pas me faire chier et donc pour mon confort personnel et mon plaisir personnel, il faut que ce soit en douceur toujours. Hein. Et donc je prends cette posture là. Et en faisant des exercices comme ça, lents, et je fais très attention à ma respiration notamment, et donc je balance notamment les jambes d'avant en arrière très doucement, que je cale avec ma respiration, et en faisant ces exercices-là, et je compte, je compte, mais je fais même pas attention combien je compte en fait, et je le fais purement par instinct en fait. Et je fais ça environ une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que je fais absolument pas attention au temps, en fait. Je le fais jusqu'à ce que je trouve une forme d'équilibre et j'arrive à rester comme ça et à quasiment m'endormir les jambes levées de façon extrêmement confortable. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que ça me fait du bien et à partir du moment où je sens que ça me fait du bien, en fait, je suis complètement détendue. Et mes jambes sont levées. Alors maintenant, je complète avec des massages de mes jambes, de mes mollets. Donc je masse du bout du pied vers le genou, bien évidemment, de façon circulaire. C'est-à-dire, je ne masse pas, je caresse comme ça. Je caresse en décrivant des cercles. Et ça me fait énormément de bien. Alors j'arrive à ramener, bien évidemment, mon pied sur le genou opposé et je complète par de l'autoréflexologie. Alors, par contre, il y a une chose très étrange que je n'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai la jambe gauche un peu plus congestionnée que la jambe droite, et je ramène ma jambe gauche plus facilement sur mon genou droit que je ne ramène ma jambe droite sur mon genou gauche. Et ça, je ne m'explique pas pourquoi. Voilà. Et en fait, quand je fais ça, je le fais, j'arrête quand j'en ai marre, en fait. Et quand j'en ai marre, en général, c'est parce que je suis complètement détendue. Et donc, ça dure aux alentours de 20 minutes à peu près. Et quand je fais ça, en fait, ça me repose autant que si j'avais dormi 2 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ça intensifie le pouvoir de réparation. Parce que ça réoxygène complètement le cerveau. Parce que des fois, à force de trop faire fonctionner mes neurones, j'ai des problèmes d'oxygénation du cerveau. Et donc, non mais on devrait tous faire ça en fait. On devrait tous faire ça parce que ça défatigue énormément. Et moi, ça me fait énormément de bien, notamment parce que je balance en fait, je me berce d'une certaine façon d'avant en arrière, et ça me masse le dos et la colonne vertébrale. Ça me défatigue énormément le dos en fait. Alors je mets un petit coussin sous les hanches quand même, hein. Ça m'aide.
Voilà. Et je le fais toute seule, hein, en fait, j'ai lu nulle part. Voilà. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ah, tutelle et médecine parallèle, ça c'est un sujet intéressant. J'avais consulté ma naturopathe à Saint-Austrebert il y a quelques années, je n'ai jamais pu lui payer la consultation encore. Hein. Je lui ai dit, hein, je précise, hein. Rien n'est venu. Et alors tenez-vous bien là, parce que il faut que je vous raconte la suite. J'avais fait une vidéo ou un article, je sais plus, au sujet de mon pharmacien. Non, j'avais fait un bon article, oui, oui, où j'avais expliqué qu'en fait, s'il me donnait des médicaments et qu'il envoyait la facture à la tutrice alors qu'elle ne réglait absolument jamais, c'était par charité chrétienne. Et donc je suis retournée les voir il y a quelques jours et on a beaucoup rigolé avec. Lui était pas là mais c'était elle que j'ai vue et on a beaucoup rigolé parce que je dis alors est-ce que vous avez l'autorisation de la tutrice parce que je lui dis si elle vous paye plus les factures vous deviez reprendre contact avec elle. Elle me dit bah écoutez on a essayé mais on n'arrive pas à la joindre. Donc moi j'avais besoin de crème pour mon eczéma, enfin j'ai besoin de différentes choses, et notamment d'acheter du Ginkor, qui est un médicament à base de ginkgo biloba pour mes jambes. Et elle me dit, bah, écoutez, on n'a toujours pas réussi à la joindre. Mais je lui dis, alors, vous en êtes où au niveau des remboursements? Elle a regardé dans l'ordinateur, on est au début 2015, et en fait, la dernière fois que la tutrice a réglé une facture venant de chez le pharmacien, ça remonte à janvier 2014, et c'était une facture de décembre 2013. Voilà. C'est ça la tutelle. C'est-à-dire que je n'ai même pas le droit de me soigner de façon naturelle. Voilà. Donc là, j'avais 50 € à la banque pour la semaine et j'ai dû prélever sur les 50 €, 6 € pour m'acheter une crème pour mettre sur mon eczéma. D'ailleurs, pour information, pour les gens qui sont intéressés, qui ont des problèmes d'eczéma au niveau de la peau, j'utilise une crème qui est à base de miel, huile d'amande douce et miel. Alors j'avais essayé de faire mon mélange moi-même parce que j'avais les deux à la maison, mais le problème c'est que si on fait le mélange soi-même, le miel est sucré et donc ça va pas quoi, on est obligé d'aller se laver les mains après, c'est vraiment pas fonctionnel. Alors que là cette crème là calme vraiment pas mal les démangeaisons. Voilà, je mettrai le nom de la crème éventuellement sous la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mais j'aimerais bien moi que ce projet de remboursement de certaines médecines parallèles progresse maintenant. Ça me semble nécessaire, vraiment.